J'ai 31 ans et 2 fausses couches à mon actif. Mes fibromes ont été découverts de manière fortuite lors d'une visite de routine chez mon gynécologue. J'avais remarqué depuis quelque temps que mes règles étaient anormalement abondantes et particulièrement douloureuses. Découvrir que j'avais des fibromes a été d'une certaine façon un soulagement, car cela expliquait le fait que je ne puisse mener une grossesse à son terme. Ce début de réponse est bien sûr accompagné d'une grande anxiété liée à toutes les conséquences que pourrait entraîner la présence de ces fibromes dans mon utérus. Est-ce que je pourrais avoir des enfants ? C'était la question que je me posais et que je considérais comme essentielle dans la mesure où je veux en avoir. Mes 2 fausses couches m'ont psychologiquement remué, beaucoup plus que je ne veux l'avouer, et à tel point que par la suite j'ai eu très peur d'essayer de retomber enceinte, de peur de faire à nouveau une fausse couche. Il fallait désormais que je m'occupe en priorité de ces fibromes. J'ai alors pris la décision de consulter un 2e gynécologue qui m'a fait faire une nouvelle échographie qui a confirmé les résultats de la première. Puis, les saignements en dehors des règles sont arrivés. Au début, c'était juste quelques filets de sang, puis rapidement, c'est devenu un déluge. Depuis, je ne suis plus en mesure de dire quand j'ai mes règles, car je saigne en permanence. J'ai des saignements hémorragiques qui durent des jours, et bien sûr, cela change absolument tout dans la façon dont on gère sa vie. Je me réveille plusieurs fois la nuit pour changer les draps lorsqu'ils sont trempés de sang. Je ne compte plus le nombre de lessives faites pour cause de vêtements tachés, de chez salis, sans parler du stress d'avoir une tache qu'on n'a pas vue alors qu'on est au travail ou avec des amis. C'est comme si l'univers tout entier tournait autour de ces saignements et de mes douleurs. Au début, je me suis convaincue que ça ne changerait pas ma vie ni mes habitudes, puis j'ai dû me rendre à l'évidence. Tout change, et la vie est rythmée par la fréquence et la vivacité des symptômes des fibromes. Tout a changé dans ma vie. Les jours sans douleur sont des jours de fête. Quand les douleurs s'endorment, je dors moi aussi. Alors il faut en profiter, car on ne sait pas quand on sera de nouveau happé par une crampe. En réalité, les douleurs ne s'en vont jamais. Les saignements persistent aussi. J'ai des maux de tête et des étourdissements en permanence. Je me sens fatiguée tout le temps. J'ai des picotements interminables dans le bas de mon ventre et l'impression que mon utérus pèse de plus en plus. J'ai essayé toutes sortes d'antidouleurs avant de passer à la codéine un jour où je me suis retrouvée aux urgences. Je dors peu et mal. Je ne sais plus ce que c'est que de vivre sans douleur et sans saignement, sans transporter des tonnes de serviettes hygiéniques dans mon sac à main, sans surveiller les taches de sang sur mes vêtements. C'est intenable et je suis épuisée. Je suis à bout de souffle. Les fibromes sont toujours présentés comme bénins, mais pour les femmes qui en connaissent les symptômes, c'est un cauchemar. Il y a finalement trop et pas assez d'informations sur cette maladie. De plus, les médecins ont chacun leur procédé. De l'un à l'autre, on a souvent un discours différent, soit trop alarmiste, soit complètement désinvolte. Comment s'y retrouver ? Et puis le plus difficile, c'est la détresse morale. Le manque criant d'informations sur ce que sont réellement les fibromes. La solitude face à l'inconnu. Et le terme bénin utilisé à tort pour une maladie qui a un impact majeur dans la vie et dans l'avenir d'une femme. C'est insupportable et ça ne peut plus durer. J'ai 37 ans et 16 ans de souffrance due aux fibromes. J'ai 32 ans et je m'apprête à subir ma 6e opération. Mon périple médical a commencé en 2002. J'avais 22 ans quand mes fibromes ont été découverts. Ils mesuraient respectivement 4,5 cm, 3,6 cm et 3,5 cm. Cela faisait plusieurs mois que j'avais des règles extrêmement douloureuses. Avec le recul, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des règles douloureuses. J'ai été réglée à 15 ans et je prenais déjà du Spasfon. À la découverte de mes fibromes, il m'a été expliqué qu'il s'agissait de tumeurs dites bénignes et qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Alors, je ne me suis pas alarmée. J'ai entendu parler du fibrome pour la première fois en 1996. J'avais 21 ans et je venais d'être maman d'une petite fille alors âgée de 6 mois. Suite à de très violentes douleurs abdominales, je suis allée aux urgences de l'hôpital Ténon, certaine qu'il s'agissait d'un problème dû à l'accouchement. Madame, rien de grave. Vous avez un fibrome et un kyste fonctionnel. Je vous fais une ordonnance de paracétamol et Spasfon. Au revoir. Voilà, c'est tout. Fibrome, quesaco, kyste fonctionnel, rien de grave. Je rentre chez moi avec ce mal de ventre atroce. J'aurais tant aimé être enceinte d'au moins un enfant.
Mais aujourd'hui, c'est devenu secondaire car ce que je veux avant tout, c'est ne plus avoir le sentiment que ma vie tourne autour des symptômes des fibromes. Je voudrais avoir une vie de femme où les menstruations ne sont pas synonymes de souffrance physique et psychologique. Je veux pouvoir sortir sans me soucier au préalable d'avoir des antalgiques et des protections hygiéniques dans mon sac à main. Je veux pouvoir porter la couleur de vêtements de mon choix. Et par-dessus tout, je veux qu'un traitement curatif soit trouvé. Même si je n'en bénéficie pas, ce sera pour les femmes des générations futures. Ainsi, elles ne connaîtront pas mon calvaire. Mes ovaires sont inaccessibles à cause des adhérences post-opératoires liées aux différentes interventions chirurgicales que j'ai suivies et à mon utérus détendu par les fibromes. Par conséquent, je ne peux pas avoir une grossesse. En fait, je ne peux avoir une grossesse que par fécondation in vitro avec don d'ovocytes. Je compte beaucoup sur ma prochaine opération pour soulager ma souffrance. L'embolisation est mon dernier recours. C'est l'unique alternative qui me reste avant l'ablation de mon utérus. Je fonde énormément d'espoir sur cette intervention et j'espère que ce sera la dernière. Je suis fatiguée. Je suis au bout du rouleau. J'ai subi ma première opération par ouverture abdominale le 18 novembre 2004 à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. J'ai fait à la suite de cette intervention une hémorragie interne qui m'a valu d'être transfusée de 5 poches de sang. 2 jours après, j'ai dû subir une nouvelle intervention. C'était le 20 novembre 2004. 3 mois de convalescence associés à une nouvelle mise en ménopause artificielle ont été nécessaires pour le repos de mon utérus et ma récupération. J'avais un désir de grossesse en 2005 qui m'a été fortement déconseillé par le chirurgien qui m'a opéré et mon gynécologue en raison des 2 opérations subies 1 an auparavant. Mes 2 médecins m'ont alors exhorté à laisser mon utérus au repos pendant 1 an et demi ou 2. Il ne me restait plus qu'à prendre mon mal en patience, alors j'ai attendu jusqu'en 2007 et nous avons commencé, mon compagnon et moi, à essayer d'avoir un bébé. Nous avons essayé jusqu'en 2010 en vain, avec tout ce que cela comporte comme déception et douleur psychologique. Le 31 janvier 2012, je suis de nouveau enceinte de presque 3 mois. Heureuse, car quelques mois auparavant, on m'avait diagnostiqué une suspicion d'adénomyose. Ma joie ne sera pas de longue durée, hélas. Une douleur fulgurante me terrasse littéralement. J'arrive aux urgences et là, je suis mise dans une salle pour observation. La douleur est tellement forte que je m'effondre à même le sol juste après avoir été aux toilettes. Je me souviens vaguement de 7 à 8 personnes autour de moi, le visage sévère et les mots du gynécologue. À mon intention, madame, je vous emmène au bloc, on ouvre et on voit ce qui ne va pas. Il est 22 heures. Je suis arrivée à 18h30. À mon réveil, on m'annonce que j'avais fait une grossesse hétérotopique. Un embryon était dans mon utérus et un autre bloqué dans ma trompe gauche. C'est extrêmement rare, me dira le médecin. Ma trompe était comprimée par un fibrome qui déformait mon utérus et je ne sais quel autre organe. Ma trompe n'a pas survécu. L'embryon l'avait rompu. Moi qui avais toujours voulu des jumeaux, mon rêve s'est brisé. Au cours de l'année 2011, mes fibromes ont à nouveau grossi et j'ai à nouveau eu des douleurs pelviennes, des saignements abondants suivis d'une anémie sévère et son lot de fatigue, constipation et envie fréquente d'uriner. Mon désespoir est tel que je veux qu'on me fasse une ablation de l'utérus. C'est une chose que j'avais déjà envisagée lors de mon opération de juin 2010, mais le gynécologue et les chirurgiens m'ont dissuadé de le faire compte tenu de mon âge et des conséquences qu'une telle intervention pouvait engendrer. En juin 2012, je me rends une énième fois aux urgences pour douleur abdominale aiguë. Je raconte mon parcours chaotique, mais le médecin n'a pas le temps de m'écouter. On m'examine. On trouve que j'ai des fibromes, dont un qui déforme l'utérus et empêche sa bonne visibilité. On m'annonce aussi que j'ai un kyste fonctionnel. Je sais enfin ce que c'est. Au bout de 5 heures d'attente, sans boire ni manger, je vous le donne en 1000. Je ressors avec du paracétamol et du spasfon. Je rentre chez moi, j'ai toujours mal et j'en ai assez. C'est en faisant des recherches sur Internet que j'ai découvert sur des sites américains qu'il existe un traitement appelé embolisation. Je commençais à envisager d'aller aux États-Unis ou au Canada pour bénéficier de ce traitement. Je découvre ensuite le site Internet de l'association Fibrome Info France, dans lequel je trouve des informations sur l'embolisation en France. Je prends contact avec l'association par le biais du site Internet et je suis aussitôt orientée auprès de médecins spécialisés dans la prise en charge des fibromes.
je me ferai emboliser à l'hôpital de Poissy en région parisienne. Pour la première fois depuis la découverte de mes fibromes en 2002, j'ai le sentiment d'avoir des interlocuteurs qui savent vraiment et réellement ce que sont les fibromes. Un soir, en cherchant désespérément des informations sur cette pathologie, j'ai tapé « témoignage fibrome » sur Internet et je suis tombée sur cette pépite « Fibrome Info France ». Je lis les témoignages d'adhérentes de l'association, je surfe et envoie en pleurs un mail à la présidente. Elle me reçoit dans la semaine. Je savais que j'allais pleurer car au bout de 16 ans de souffrance, je trouve enfin quelqu'un qui comprend, qui écoute. Merci. Merci encore. Aujourd'hui, je suis en colère contre le corps médical, à force d'entendre dire que le fibrome est bénin. Je suis désolée. Il n'est pas bénin de saigner n'importe quand et d'avoir l'impression de se vider de tout son sang. Il n'est pas bénin de craindre de faire l'amour à cause des douleurs. Il n'est pas bénin d'être infertile, voire stérile. Il n'est pas bénin d'être découpé en morceaux, de ne pas être entendu, de ne pas être comprise. Les fibromes sont à l'origine de mes 4 fausses couches, de ma grossesse extra-utérine et de l'ablation de ma trompe gauche. Mon utérus est gros et déformé. J'ai un ventre similaire à celui d'une femme enceinte de 3-4 mois. J'ai mal tous les jours, mal au rein, mal au bas-ventre, mal aux jambes, avec des moments plus intenses que d'autres. Je suis continuellement anémiée. J'ai souvent des vertiges. Et parce que mon gros utérus comprime ma vessie, j'ai des sensations de pesanteur continuelle, des envies d'uriner trop fréquentes et aussi des fuites. Lorsque j'ai mes règles, ce sont les chutes du Niagara avec des caillots et des douleurs à en pleurer. Ma fille a aujourd'hui 16 ans. Elle a eu ses règles très tôt et souffre tous les mois. C'est pour elle. Pour nos filles, nos nièces, nos sœurs, nos amies et toutes les femmes qui souffriront de fibromes, qu'il faut continuer de se faire entendre. Notre utérus est précieux.